Comment introduire ce sujet de manière correcte? Comment est-ce que des économies dans le rouge complet comme la France, avec une dette de 3 milliards d'euros, peut sortir de son chapeau, comme ce qui a été fait il y a un an là, 440 milliards d'euros pour un budget de défense? C'est justement parce que c'est bien parce qu'on est dans le rouge qu'on s'arme en fait, et qu'on se rue par tous les prétextes possibles vers cette guerre de repartage du monde entre grandes puissances, qu'on espère y participer et la gagner pour pouvoir se refaire une santé économique sur le dos des autres. Et donc face à cette marche à la guerre, on l'a vu dans notre dernière vidéo qu'on a postée sur la chaîne YouTube de Désertion, la fameuse tier list, la gauche face à la guerre, on a bien vu que personne n'était prêt à faire face à ça pour le moment. Personne n'avait compris la question. Le gouvernement ne protège pas, ne soutient pas notre base industrielle et technologique de défense, notre BITD. En tout cas pas de la manière dont on l'envisage ici à Désertion. Je considère, à l'inverse de Madame Le Pen, que la Russie est une menace. Ceux qui souhaitent la guerre et qui en font un projet politique, ils sont au courant, le projet est déjà prêt. Nous sommes totalement prêts. Et on a une série de politiques, à droite ou à gauche, qui essaient de se faire les meilleurs élèves dans cette marche à la guerre du régime, qui est en fait la dernière roue de secours du capitalisme. Comme Désertion, c'est un peu le point de vigie de la marche à la guerre dans ce pays, en tout cas on essaye quoi, on est un petit peu seul mais on essaye. On va faire un petit point sur la chronologie récente des événements sur ce sujet-là. On peut commencer avec ce qui s'est passé le 3 juin. On a d'abord Macron qui s'est rendu à Rome pour rencontrer Mélanie et l'entraîner dans sa coalition des volontaires. On va beaucoup entendre parler de la coalition des volontaires là ce soir. C'est la coalition mise en place par Macron et Keir Starmer, mais principalement Macron, c'est vraiment l'élément moteur de ça, pour envoyer des troupes en Ukraine directement au contact avec les Russes. Et donc il essaie d'entraîner Giorgia Meloni dans sa coalition. Donc il était à Rome, là c'est le 3 juin. Le président français s'invite ce mardi 3 juin en Italie pour s'assurer que Paris et Rome sont capables d'avancer ensemble, en particulier sur le dossier ukrainien, précisait la veille. Un conseiller à l'Elysée est un partenaire important, mais un expert dit « Giorgia Meloni doit surtout faire attention à ne pas froisser son opinion publique, profondément pacifiste, en promettant qu'aucun soldat italien ne foulera le sol ukrainien. » On a ensuite le 8 juin, quelques jours plus tard. Le groupe automobile Renault va produire des drones en Ukraine. Le groupe Renault donc va pivoter une partie de sa production vers l'industrie de guerre. On savait déjà qu'il y avait Renault Trucks qui participait à la construction de chars et de blindés, mais là ils vont directement s'installer en Ukraine pour produire massivement des drones, ce qui servira après pour l'industrie de guerre française. Voilà une grande nouvelle pour la machine de guerre française qui se met en place. Le 9 juin, le lendemain, on a Mark Rutte, l'ancien Premier ministre hollandais, qui est maintenant secrétaire général de l'OTAN et qui déclare « Le danger ne disparaîtra pas, même avec la fin de la guerre en Ukraine ». Et donc il appelle à une hausse de 400% des forces de défense aérienne et des missiles en Europe. Il dit bien, le fait est que le danger ne disparaîtra pas, même avec la fin de la guerre en Ukraine. C'est bien pour dire que cette histoire d'Ukraine n'est qu'un prétexte et que la marche à la guerre, elle est générale de toute façon. Et que les prétextes seront divers, seront différents, mais ils serviront toujours pour aller dans ce sens-là. Maintenant, on est le 24 juin, c'est un petit peu avancé. Et c'était le sommet de l'OTAN à La Haye. Et il y avait les États-Unis qui étaient présents aussi et qui ont fait la demande aux pays membres, les pays membres de l'OTAN qui sont en fait leurs alliés / leurs vassaux, d'augmenter le budget militaire de 2% du PIB, ce qui était déjà atteint par beaucoup de pays, dont la France depuis 2024, à carrément 5%, donc carrément doubler leur budget militaire pour les affrontements à venir. Il y a eu quelques manifs contre le sommet de l'OTAN, moins chaudes que les années précédentes. J'étais assez déçu des forces de gauche qui ne sont pas vraiment impliquées là-dedans. To NATO. NATO is expanding military conflict around the world as a tool of US imperialism. What do we want? No more NATO. What do we want? We will not give 5% of our GDP to war. Le lendemain, le 25 juin, on a Thierry Bourcard, le chef d'état-major des armées en France, le GOAT des armées, qui était auditionné à l'Assemblée nationale et qui a déclaré plusieurs dingueries texto, comme par exemple... En Baltique, avec un espèce de ventre mou, la Suède et la Finlande, finalement aujourd'hui est devenu une sorte de lac OTAN. Et en cas de confrontation, je peux vous assurer qu'il n'y a pas un bateau russe qui arriverait à traverser la Baltique. Saint-Pétersbourg, c'est entre 50 et 60% des approvisionnements économiques de la Russie. C'est ça la réalité aujourd'hui.
Il a ajouté ça comme une menace de but en blanc. Et il a aussi dit... Si finalement la nation n'est pas consciente de ses responsabilités, consciente de sa force, consciente de ses valeurs, et donc elle n'est pas soudée par une cohésion nationale, en fait je crains que finalement on ne livre pas bataille. Parce qu'il n'y aura pas de la décision et la volonté de livrer bataille. Il a beaucoup mis l'accent sur la cohésion nationale. La cohésion nationale est quelque chose qui me semble indispensable. L'aspect principal, c'est les peuples. Est-ce que les peuples veulent se battre ou pas? Est-ce qu'on a envie de se retrouver dans des tranchées face à nos frérots russes ou chinois ou quoi ou qu'est-ce? Eh bien, bien sûr que non. Il va juste falloir s'organiser pour éviter d'avoir à faire ça. Le même jour, donc le 25 juin... On a Bayrou qui tente de survivre comme il peut, et là qui essaie de parler du sujet de manière patautement, comme un peu tout ce qu'il fait. Et là il dit les Russes mènent une coalition maléfique. C'est quand même assez technique de la part de Bayrou d'avoir une calve et en même temps d'être décoiffé. La Russie a fait naître autour d'elle et animé un axe maléfique. Dans cet axe maléfique, on a retrouvé la Russie. Autour de la Russie, par exemple la Corée du Nord et la République islamique d'Iran. Et désertion si vous voulez pas. Les uns armant les autres, puis de regarder la provenance du déluge de bombes, de missiles et de drones que la Russie envoie sur l'Ukraine. Ah, je pensais qu'il allait dire que Renault est en train de produire. Pour dessiner la géographie de ce mouvement de contestation profonde du droit au bénéfice de la violence. Bien sûr, bien sûr. Donc on a maintenant des forces maléfiques, façon Saruman, qui menacent l'Europe. Brûlez tous les villages! 2 jours après, le 27 juin, on a une opération psychologique qui est menée par l'armée dans la ville de Carcassonne en 2 étapes. Vous allez voir ça avec ces extraits vidéo. Le régiment dispersé autour de la ville prend le contrôle. Un scénario de guerre pour mettre au point les tactiques en cas d'attaque sur le terrain. C'est finalement ce qu'on commence à rencontrer malheureusement sur le théâtre à Gaza, en Ukraine. Dans les rues, les soldats se faufilent au milieu des terrasses. Passants et habitants regardent la scène avec stupéfaction. Certains sont stupéfaction, hein. Même mis à contribution. Donc voilà, il y avait cette opération. Alors en gros, c'est un exercice en terrain ouvert, mais en même temps, ça fait partie des opérations de préparation de la population à se resserrer autour de son armée, de ses objectifs militaires, pour resserrer la cohésion nationale, comme disent les chefs d'état-major. Il y a eu cette opération au sein de la ville, et en même temps, il y a eu le soir même ou le lendemain, ce défilé des paras sur le pont à Carcassonne, avec des chants flippants qui disent si tu veux suivre ton destin, rejoins les paras. Voilà, extrêmement flippant, une opération psychologique donc de l'armée à Carcassonne, comme ça a été fait à Fréjus et à Cahors récemment. Et donc on a le seul média plus ou moins de gauche qui a partagé ça, c'est Contre-Attaque là, Contre-Attaque qui a donc fait, ça rejoint ce que tu disais Plix tout à l'heure, comment l'État nous habitue à la guerre, propagande militariste, des tags sur le trottoir avec un code QR pour s'engager. Et bon, ça on voit des photos de l'entraînement au combat dans la ville parmi les gens à Carcassonne. Et surtout sur une table de bar, c'est une affiche qui constitue la table tout entière avec la campagne de recrutement qui s'appelle Peux-tu le faire? Le 10 juillet, Macron qui qui revient dans le temps, il arrive en 1788, son rêve est réalisé. Et donc non, je déconne, il était au Royaume-Uni pour rencontrer le Premier ministre Keir Starmer, un travailliste, pour mettre au point un partenariat militaire renforcé entre les deux pays qui se veulent maintenant en fait les deux fers de lance de la fameuse coalition des volontaires. Et donc ils annoncent que le QG, la coalition des volontaires, je rappelle pour envoyer des troupes directement en Ukraine face aux Russes, est opérationnel à Paris. Nous avons annoncé des plans visant à mettre en place une nouvelle force multinationale Ukraine avec son état-major à Paris.
prêt à agir au moment opportun. Cette visite de Macron au Royaume-Uni, elle a été assez longue, elle a été assez lourde. Il est allé faire le zozo, bien sûr, avec le roi en costume, mais il est aussi allé passer un certain temps avec l'état-major anglais dans la base de l'OTAN de Northwood. On le voit ici, en train de discuter avec des militaires de l'OTAN pour mettre en place cette coalition. Nous faisons passer cette force conjointe du niveau d'une brigade à celle d'un corps d'armée, c'est-à-dire pouvant aller jusqu'à 50 000 hommes, capables d'être employés dans un engagement majeur, ce qui représenterait une multiplication par 5 avec la France et le Royaume-Uni en noyau dur, capable d'agréger d'autres partenaires européens et d'être mis à la disposition de l'Alliance. On avance encore, on arrive le 11 juillet. Le 11 juillet, c'était il y a 2 jours exactement, au moment où on filme cette vidéo, le Thierry Bourcard, le chef d'état-major des armées en France, a été envoyé sur demande du président dans une conférence de presse pour expliquer donc aux Français, j'ai bien l'impression que c'était ça le plan, les dangers que pose la Russie au quotidien et pour faire flipper les Français et les impliquer dans cette marche à la guerre. Et décrire aussi la Russie comme l'ennemi principal de la France. Ce que je vais maintenant, c'est que je vais caractériser les menaces, en commençant tout d'abord par les menaces qui touchent les Français au quotidien, les plus proches, probablement celles qui vous parleront le plus. Dans l'espace, alors dans l'espace, visiblement, il dérangerait les satellites, il se mettrait sur la trajectoire des satellites françaises qui les dérangeraient dans leur surveillance. Les manœuvres de satellites russes, soit pour gêner nos trajectoires de satellites, soit pour s'approcher pour les brouiller, soit pour s'approcher pour les espionner. Mais dans la phrase d'après, il dit voilà, mais c'est quand même le quotidien dans l'espace. Quelque chose qui est en fait un peu la vie de tous les jours dans l'espace. Après, il dit que il y a des attaques informationnelles, donc des fake news ou alors des vraies news, mais que l'État ne voudrait pas en fait que les gens s'en emparent. Mais là, encore une fois, il dit c'est impossible à vraiment identifier avec certitude qui le fait. Et elles sont souvent difficiles à attribuer, en tout cas difficiles à attribuer formellement. En fait, on voit généralement toujours qui est derrière, à qui profite le crime, entre guillemets. Et en fait, formellement, pour l'attribuer, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Donc ça veut dire que peut-être, pour frapper les fake news russes, ils vont devoir censurer tout le monde. Et ensuite, il parle des sous-marins russes. Donc c'est d'abord les sous-marins nucléaires d'attaque russes qui régulièrement pénètrent en Atlantique Nord et ensuite descendent quelquefois en Méditerranée et qui cherchent évidemment à surveiller les zones qui sont importantes pour nous. Qui seraient menaçants dans les eaux territoriales, dans les eaux internationales, mais en fait, dans la phrase d'après, il dit que c'est aussi ce que font les Français. C'est quand même un peu la zone où on a l'habitude de dire plutôt, nous, des espaces qui appartiennent à tout le monde. Je finis cette histoire sur le chef d'état-major français par la grosse news, ce pourquoi ça a buzzé. La Russie a désigné la France comme son principal adversaire en Europe. Enfin, il y a la Russie, qui a ouvertement désigné la France comme son premier adversaire en Europe. Enfin, moi qui l'ai dit, c'est la Russie qui l'a dit. Sauf que là, Bourcard, il ment et hontément. Donc j'ai regardé tout ce que j'ai pu, tous les petits clips qu'il y a sur Twitter, des déclarations récentes de Peskov, de Zakharova, de Lavrov, de Poutine lui-même. Il n'y a aucun haut dirigeant russe, en tout cas moi j'ai pas pu retrouver. Comme j'ai pas trouvé, j'ai utilisé les bots et les outils à ma disposition. J'ai d'abord utilisé le pire des outils qui est Grok là, et qui dit, bon, mais au moins sur Twitter, retrouve les infos sur Twitter, j'imagine qu'il en est capable, et il me dit, non, mes recherches dans les sources officielles russes, les déclarations du Kremlin et les archives de presse n'ont trouvé aucune citation directe de Poutine ou d'autres personnalités russes qualifiant la France de principal adversaire en Europe. Les affirmations de Bourcard semblent infondées. Il s'agit peut-être d'une projection. Ok, alors, je me suis dit, Grok, c'est quand même pourri comme outil. Je vais demander à ChatGPT pour me faire une recherche sur Internet en général. ChatGPT, il me dit, le haut dirigeant russe qui a déclaré que la France était le principal adversaire de la Russie est Vladimir Poutine. Ah d'accord, ok. Cette affirmation a été révélée par le général Bourcard. Non, moi je veux la source officielle. C'est Poutine qui a dit que la France était son principal adversaire. Et là, il me retrouve 15 sources. 15 sources, mais les 15 sources, c'est 15 sources qui citent Bourcard, qui citent un fantôme. Je suis allé voir les 15 sources de ChatGPT, il n'y en a pas un seul qui me retrouve la source originale. Et enfin, j'ai demandé à Perplexity, qui est censé être l'IA qu'on me recommande toujours dans des versions la plus sérieuse, et là il me dit carrément, aucune déclaration publique d'un haut dirigeant russe, ni de Poutine, ni d'un autre responsable, n'atteste explicitement que la France serait le principal adversaire de la Russie. Cette affirmation a été avancée par Bourcard, le chef d'état-major des armées, qui a déclaré lors d'une conférence de presse que c'est Poutine qui a dit ça. Toutefois, des spécialistes comme Jean-Dominique Merchet, je ne connais pas, précisent qu'il ne s'agit pas de déclaration officielle.
En résumé, cette information est une interprétation française de la posture russe. Elle ne repose pas sur une citation publique vérifiable d'un haut dirigeant russe. C'est quand même ballot que le chef d'état-major des armées mente à la population française dans sa seule conférence de presse depuis des années, quoi. Lui qui venait dire que les fake news étaient une menace et qui parle de guerre informationnelle. Il y a un peu de projection de la part du chef d'état-major, mais en même temps, voilà, ça marche dans les deux sens. Une guerre, c'est une danse à deux, bien sûr, et il faut être deux pour la faire. Et on voit bien que le projet français, c'est de servir de tous les petits prétextes pour se lancer de plus en plus dans cette guerre, d'être les meilleurs élèves de l'OTAN dans ce projet-là. Et encore une fois là, c'est ça qu'on va observer ce soir avec la déclate de Macron. Le retour du service militaire, même s'il est volontaire. S'il est volontaire, je pense que ce sera beaucoup moins controversé. Effectivement, la controverse elle porterait sur l'existence d'un service obligatoire, mais je ne pense pas que l'état d'esprit de la nation soit aujourd'hui prêt à ce genre. Et on va y aller petit à petit, et c'est ça le projet. Ils ont jusqu'à 2030 pour préparer la guerre. Tous les généraux, tout le monde annonce une grande guerre de repartage du monde entre les puissances impérialistes, le bloc chinois, russe, machin, le bloc Challenger et le bloc hégémonique occidental pour 2030-2035. Et c'est pour ça tous les plans de massification de l'armée, c'est pour participer à cette guerre et se refaire une santé économique sur le dos des peuples voisins. Et donc là, c'est pas que ça va se faire. Ils vont pas annoncer tout de suite, bon bah on déclenche la guerre tout de suite. Les gens ne sont pas prêts. Ils arrêtent pas de dire, la cohésion nationale avant tout, si le peuple ne veut pas se battre, alors dans ce cas on pourra rien faire et on va se faire saboter de l'intérieur par des enfoirés comme désertion. Récemment, il y a à peu près 4 mois, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a jugé utile de dévoiler sur son compte Twitter cette image. On va la voir. Il y avait des drones français qui étaient mis en danger, approchés dangereusement par des avions militaires russes. Est-ce qu'on a ce tweet? Cette vidéo, elle a été postée. Ça se passe au-dessus des eaux internationales, d'accord? Inédit. C'est ni le territoire russe, ni le territoire français. L'avion russe, on est dans Donc là, la vidéo de Lecornu, c'est pour dire, les Russes sont dangereux, ils nous attaquent. Oui. Mais qu'est-ce que vous branliez avec des drones de guerre à cet endroit aussi, tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? Par le ministre. Si je me souviens bien, c'était en mer Noire, donc à côté de la Russie, pas à côté de la France. Le fait est que si jamais la coalition des volontaires de Macron fonctionne vraiment, est mise en place, et si on a une armée française et britannique, si on a l'OTAN en Ukraine, presque au contact avec l'armée russe, parce qu'ils ont beau dire, ils seront pas en première ligne. La guerre aujourd'hui, c'est des frappes en profondeur avec des missiles. S'il y a des soldats de l'OTAN tout le temps, des drones de l'OTAN, des sous-marins de l'OTAN dans la mer Noire, ça va se multiplier des altercations comme ça. Ça va se multiplier et ça va servir d'autant de petits prétextes pour briser le cessez-le-feu et attaquer la Russie. Encore une fois, je dis pas ça pour dédonner la Russie ou quoi aux caisses. Je pense que la Russie est prise dans le même phénomène historique que nous et ils sont forcés de partir à la guerre à un moment donné pour se sauver. Mais là, on est en France. Notre objectif principal, c'est de désarmer la machine de guerre française. C'est ce sur quoi on a prise en fait. C'est notre responsabilité vis-à-vis des autres peuples du monde entier de désarmer les ordures et les va-t-en-guerre chez nous pour protéger nos frères et sœurs du reste du monde. Donc c'est pour ça que vous allez m'entendre plus souvent dans Désertion pointer du doigt la machine de guerre française et occidentale que celle d'en face. Ça pour ça, on peut faire confiance à nos frérots russes ou chinois ou que pour faire le même boulot. L'hôtel de Brienne. On va l'écouter sur France Info en direct. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre des Armées, nous vivons un moment de bascule. Nous en apercevons depuis longtemps l'imminence et ces bascules sont aujourd'hui effectives. Jamais, sans doute, notre liberté n'avait été si menacée. Liberté des peuples attaqués par les impérialismes et les puissances d'annexion. Liberté de notre modèle démocratique et politique. Objet de tentatives de manipulation par des États étrangers. Il y a des élections qui ont été achetées par Bolloré au Togo. Logique et culturelle. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Une guerre que chaque citoyen observe sur les réseaux sociaux, en particulier notre jeunesse, sans mesurer les opérations de propagande qui s'y déploient. Donc là, il parle de nous. Les schémas devront changer profondément pour intégrer ces réalités. Donc ça veut dire censurer l'opposition en disant qu'ils seront pro-russes et que c'est des agents russes. Parce que la nation est confrontée à toutes ces menaces hybrides, à cette accélération de l'histoire. Pour le moment, tout ça est vrai, hein. Juste, c'est aussi ce qu'ils font. Ils y participent à plein pot. Les conflits sont multiformes, multichamps, et supposent... Et c'est un discours que pourrait faire Poutine en face. Hein. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Il vaut mieux être craint ou être aimé? Bonne question. Je préférerais qu'on me craigne. La peur, c'est plus solide que l'amour. Pour être craint, il faut être puissant. Des moyens renforcés, une posture plus offensive ont été décidés et seront maintenus dans la durée.
Mais je pense aussi à l'indispensable sursaut qui est demandé, organisé et qui continuera d'être renforcé dans nos entreprises, nos collectivités territoriales, nos laboratoires de recherche, dans nos infrastructures des plus sensibles, mais aussi parfois les moins attendues. Car c'est là parfois que se logent nos vulnérabilités, c'est là aussi que nous devons durcir la posture. Il va resserrer la vis dans tous les domaines. Et ça va aller vers toujours plus de censure, plus de paranoïa. Et c'est ça qu'il annonce en disant qu'il faut resserrer l'unité du pays, même dans les laboratoires, partout. Ces changements, opérés depuis 2022, doivent être confortés, intensifiés encore. Ok, c'est ça l'annonce. Intensifier. Deuxièmement, on doit cette semaine. Les 440 milliards ne suffisent pas. Parce que s'ils veulent sortir, si 440 milliards, ça ne suffit pas, si Trump leur a demandé de redoubler encore le budget il y a 2 semaines et qu'ils vont s'exécuter là avant 2030, vous savez parfaitement que tous les services publics ils vont sauter, que toutes les barrières, tous les acquis sociaux depuis 1945, ils vont sauter là dans les 5 années à venir. Ce sens à l'automne. Et ils stressent évidemment de remettre en cause la cohésion nationale et de créer de l'instabilité dans le pays. Parce que la marche à la guerre demande de la stabilité dans le pays en interne pour pouvoir se projeter à l'extérieur. Et c'est ça, ils marchent un petit peu sur un fil. Ils ont besoin des thunes, mais en même temps, il faut pas trop que ça bouge. Deuxièmement, cette nouvelle ère pour la nation suppose de nouveaux budgets pour nos armées. Voilà. Alors que nous avions prévu de doubler le budget d'ici 2030, nous allons le doubler d'ici 2027. Notre indépendance militaire est indissociable de notre indépendance financière. Il sera donc financé par plus d'activités et plus de production. L'effort de toute la nation pour la défense de tous les Français. J'avais dit le 5 mars aux Français, la patrie a besoin de vous. Je vous le dis en cette veille de fête nationale, c'est maintenant. Cette coalition des volontaires, initiée à Paris en février dernier, regroupe maintenant 30 nations. Son état-major opérationnel. C'est le même nom que l'invasion de l'Irak par George Bush, la coalition des volontaires. Mais c'est le sens même de ce que nous voulons faire, le sens même d'une partie des efforts capacitaires et opérationnels que nous sommes en train de conduire, qui a vocation à faire de la France la nation cadre d'opérations à venir. Défendons notre liberté dans tous les domaines. C'est le même discours que Bush en Irak. We will defend our freedom. We will bring freedom to others. La sécurité cognitive, nouvelle frontière qui est devant nous et que nous aurons à intégrer. Tant nos populations comme nos armées seront confrontées à des informations manipulées, des propagandes à démasquer. Oh merde, je suis démasqué. Sur lesquelles, demain, je serai à vos côtés une fois encore. Dans mon bunker. Avec cette même fierté. Mais je penserai à vous, là-haut, à la surface. Vive la République. On écoute la Marseillaise avant de revenir au plateau. Que conclure de cette annonce de Macron? Et ben en fait, le budget de l'armée qui était déjà passé de 1% à 2% du PIB français l'année dernière grâce aux mesures ou à cause de ces mesures de ces criminels va encore doubler sur demande du grand frère américain et de Trump qui au sommet de l'OTAN a décidé que pour se préparer à la guerre sur le front russe parce que les Américains étaient occupés maintenant à se préparer à la guerre contre leur rival chinois sur le front Pacifique, pour se préparer à la guerre sur le front russe face à la Russie, les Européens devaient décider qui était le délégué de classe. On dirait que c'est Macron avec sa coalition des volontaires. Et tout le monde devait doubler, plus que doubler, son budget militaire. Et pour suivre les ordres de l'Empire américain, Macron fait passer le budget militaire de 2% du PIB à 5% du PIB. Non content d'avoir déjà dépassé le budget de l'éducation nationale, il va maintenant passer premier budget du pays. Et il a dit, la défense maintenant doit être la priorité. À l'extérieur, en termes de budget, mais aussi en termes de cerveau dans le crâne des Français. La sécurité cognitive. Et il a clairement pointé des attaques informationnelles et aussi des gens qui diviseraient l'opinion française face à ce moment où on a besoin d'union sacrée pour la guerre. Il parle clairement de nous. Je pense qu'on s'ouvre une époque assez sombre, les amis, de l'histoire. On va à la guerre, d'accord? On a beau dire c'est Poutine qui nous désigne comme leur ennemi, on désigne Poutine comme notre ennemi, d'accord? Il faut être deux pour faire cette danse-là. La France va à la guerre et veut participer au premier rang de cette guerre de repartage du monde. C'est un vrai projet qui est porté politiquement, qui est assumé politiquement par la plupart des candidats au présidentiel.
Et tout va être sacrifié pour ce projet de guerre. On l'a vu en termes de budget là, mais aussi de morale. Et pourquoi? Parce que c'est la dernière porte de sortie pour le capitalisme en crise. Comme je vous le répète à chaque émission, le régime n'a pas le choix. Et pour moi, quel que soit le successeur de Macron, que ce soit un Darmanin, un MLP, ou Glucksy, ou Édouard Philippe, ou Cauquès, on gardera cette même direction parce que c'est le seul moyen pour le capitalisme français de rester à flot. Et c'est aussi la situation dans laquelle sont les autres États européens et sûrement aussi la Russie. Et l'histoire se répète, les gens n'ont pas l'air de capter, c'est assez triste. Et je crains malheureusement qu'on se réveille trop tard et qu'on doive vivre le pire pour pouvoir réaliser qu'on est en train de tout perdre en fait. Donc les gens là sont trop englués, je dis ça moi aussi, hein, dans la société de consommation offerte par le capitalisme destructeur pour le reste du monde, hein, en France, et qui sont prêts même à accepter une guerre tant que ça maintient les niveaux de vie qu'on a en France, même si c'est aux dépens d'autres pays. Pourtant, le seul moyen d'échapper à la destruction de tout ce qu'on a là, c'est d'échapper à une boucherie mondiale généralisée, c'est de bloquer la machine de guerre ici et maintenant en fait. C'est plus qu'une question de survie pour nous, c'est une responsabilité vis-à-vis de tous les autres peuples du monde en fait. On est quand même la 5e ou 6e ou 7e puissance mondiale, on a une des plus grosses armées du monde capable de détruire plusieurs fois la population entière de la planète avec des armes nucléaires. La France possède plus de 300 ogives nucléaires, capables chacune d'entre elles de causer des dégâts supérieurs à 1000 fois Hiroshima, c'est dont se vante l'armée française. C'est notre responsabilité en tant que Français et anti-guerre français de faire quelque chose et de désarmer ces criminels une bonne fois pour toutes. Et je pense que ici et maintenant, il faut qu'on commence à s'organiser. C'est un appel que je lance depuis des années maintenant. Et la gauche entière n'est pas prête, n'est pas de taille et n'est pas prête à cet affrontement contre la classe dominante, là, qui est une question de survie. Et pourtant, je pense que la gauche doit se recomposer autour de ce sujet. C'est l'urgence de l'époque. C'est ce que je répète depuis plusieurs mois dans Désertion. Les amis, nous on se retrouve comme prévu mercredi à 18h. Bonne soirée à tous.